Salut, c'est Tristan de Pépite. Dans ma quête perpétuelle de trouver ce qui se fait de mieux à boire et à manger, je suis ici, peut-être en train de trouver le sirop ultime. Bon, là, je viens de vous lâcher sirop ultime comme ça, mais qu'est-ce que je veux dire concrètement? Déjà, première chose, sachez que je n'ai rien à vous vendre. Moi, mon job, c'est de parcourir la France et le monde à la rencontre des meilleurs artisans, producteurs et vignerons et de mettre en avant leur travail. C'est tout ce que je fais dans cette vidéo. Deuxièmement, sirop ultime, ça veut un peu tout et rien dire, évidemment. Si on repense au sirop qu'on buvait quand on était gamin, le mien c'était la grenadine, j'étais trop fan. Il y a une forte chance pour que dans cette bouteille de sirop, à l'époque, il y avait de l'eau, du sucre, de l'arôme et du colorant. C'est tout, pas un gramme de fruits. Ça, c'est la triste réalité. Alors évidemment, il y a des sirops mieux que celui que je viens de décrire. Dans certains, il y a quand même du jus de fruits en petite quantité. Et c'est pas toujours du jus de fruit qui est sur l'étiquette. Par exemple, sirop de grenadine, c'est pas forcément du jus de grenadine qu'il y a dedans. Bref. Un sirop ultime, selon moi, ça devrait être, de façon assez évidente, du jus de fruits, point à la ligne, dans lequel on vient ajouter du sucre. Ça, c'est légal. Pour s'appeler sirop, il faut qu'il y ait du sucre. Mais ça devrait être que du jus de fruits. Ça, c'est, croyez-moi, beaucoup plus rare. Et vous allez voir dans cette vidéo qu'on peut pousser les curseurs encore plus loin. Et c'est ce que j'adore chez Jardin de Nana. Alors, je vous en dis pas trop tout de suite, sinon je vais vous spoiler la vidéo. Mais eux, ils emmènent les choses vraiment beaucoup plus loin. Juste un truc, le plus classique, c'est de garder les beaux fruits pour les vendre entiers. Et on garde les fruits moches pour en faire du sirop. Même ça, ils ne le font pas ici. 100% de leurs fruits partent dans le sirop. C'est fantastique et ils vont encore plus loin. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Vous allez voir, on prend le temps dans ce format YouTube. On laisse le temps aux gens de se présenter, d'expliquer leur philosophie, voire même d'où ils viennent. Et vous verrez que j'essaie aussi de prendre le temps de poser des questions sur le modèle économique. Parce que c'est aussi important de se dire, ok, on pousse tous les curseurs au max, mais concrètement, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est viable économiquement? Et vous allez voir, la réponse, elle n'est pas non plus binaire. Nico, comment tu t'es retrouvé à faire des sirops? Pour répondre à cette question, Tristan, il faut un peu retourner en arrière. Et ma femme et moi, Marie, on est mariés depuis 13 ans, on a 3 enfants. On n'est pas du tout issus du milieu agricole. On s'est rencontrés en école de commerce, donc bien loin de tout ça. L'agriculture, c'est une reconversion, c'est notre crise de la quarantaine à nous. Il y a des petites graines qui ont commencé en 2016, quand on commence à aller en vacances dans des fermes. Et un soir, on est avec les fermiers à table, ils nous demandent si on n'a pas envie de racheter leur ferme parce qu'ils vont bientôt partir à la retraite. C'est resté dans un coin de nos têtes. 2019, ça revient un peu à la charge. Tiens, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas monter une ferme tous les deux? À ce moment-là, vous faites quoi tous les deux? Alors Marie, elle est dans la formation, dans le digital, dans une start-up à Paris. Moi, je sors de 6-7 ans en cosmétique. Je fais une petite pause. Du coup, j'ai du temps, ce qui est un luxe énorme pour réfléchir, une petite page blanche. Et je commence à aller voir des fermiers. Je vais en voir beaucoup. Je commence évidemment, comme tout bon urbain, par aller voir de la permaculture, par aller au bec et loin, par m'intéresser à l'agroécologie, mais je découvre des mots comme les céréaliers, les grandes cultures. Et l'idée revient, mais c'est pas le bon timing. Donc pendant 2-3 ans, on va tourner autour avec Marie. Moi, je vais reprendre une petite entreprise d'agriculture urbaine, ma façon à moi de faire ma première étape. Marie arrête son boulot fin 2022 et 2023, c'est le grand saut. On y va, on met tout en branle-bas de combat pour y aller. On a été au bout d'un modèle, d'une vie qui ne nous convenait plus. L'envie de créer quelque chose de beau, de quelque chose de simple. L'envie de rétrécir le monde, de ralentir le temps, de refaire des choses qu'on comprend, des gestes qu'on comprend. C'est avec les plantes, c'est merveilleux pour ça. On doit vivre avec le temps des plantes, on a le temps long, le temps beau, le temps moche aussi, des fois un peu plus compliqué, mais on avait envie de proposer à nos enfants aussi, à nous-mêmes et à nos enfants, un peu une alternative à la folie du monde et de se dire, parce que forcément très concerné par les enjeux du réchauffement climatique, qu'on allait amener notre toute petite pierre à nous dans tout ça et se dire dans 10 ans à nos enfants qu'on aura essayé, peut-être qu'on le fera mal, peut-être qu'on le fera pas bien, mais on aura essayé de faire quelque chose. Et il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et vous avez choisi les sirops? Nous, on a choisi d'aller faire déjà de l'agriculture déjà. Ouais. On aurait pu se dire de la RSE, j'en sais rien, plein de choses. Non, on voulait travailler avec les plantes, transformer. On voulait aller jusqu'au produit fini, on voulait pas juste
être agriculteur, on voulait proposer toute une expérience, proposer notre univers. Du coup, ça voulait dire créer une marque. Et ça rassemble un peu tout ce qu'on aime avec Marie, à savoir les plantes, la cuisine et la création de projets, d'aller proposer notre petit univers. Et donc, c'était forcément un projet complet en termes d'intégration. C'était un projet ambitieux mais petit. Marie, elle a contacté, je sais pas, 50 mairies, 200 agriculteurs dans le coin, reçus peut-être que par une vingtaine, mais elle a été voir beaucoup de monde pour trouver ce terrain. C'est une petite ferme ici, vous allez faire le tour, elle fait 2 hectares 4. On n'a pas acheté 50 hectares. L'idée, c'était justement de faire quelque chose d'entendable à une échelle qu'on peut gérer à deux, même si on a des gens qui nous rejoignent et qui nous rejoindront. Mais c'était de faire à notre petite échelle quelque chose, mais en entier. Donc on va cultiver, on va s'occuper des plantes, on va les ramasser, on va les transformer et on va aller jusqu'au bout de l'expérience qu'on a envie de proposer. Donc ça démarre par la plante, Ouais. et c'est après que vous vous dites, dans la transformation, c'est vers des sirops qu'on va s'orienter? C'est Marie qui a trouvé les sirops. Quand elle a dit les sirops, c'est devenu assez évident. Le projet, génial, c'est trop beau. Pourquoi du sirop? Pourquoi du sirop? Ouais. Alors, on n'est absolument pas né dans le sirop. C'est pas du tout l'histoire qu'on te racontera. On voulait être agriculteur transformateur. Donc, on voulait vraiment aller de la graine au produit fini. Et honnêtement, on aurait pu aujourd'hui se parler autour de cornichons. Peut-être que tu ne serais pas là, tu me diras, mais en tout cas... Je suis un grand fan de cornichons. Bon, voilà, en tout cas, il y avait vraiment un champ des possibles très vaste. Ouais, okay. Et le sirop faisait partie de ce champ des possibles. La décision s'est faite progressivement, tu vois, à force de réfléchir, d'aller voir tant la partie agricole que la partie transfo, aller voir des distributeurs, des producteurs, enfin voilà, aller voir plein de gens. Ouais. Et en fait... quand on a choisi le sirop, on savait que c'était ça. La première chose, c'est que l'univers du sirop, c'est, tu vois, c'est l'enfance, c'est le plaisir de boire, c'est les couleurs, c'est les saveurs, c'est l'espièglerie. Et tout ça, en fait, c'est vraiment un peu l'âme qu'on voulait donner au jardin de Nana. Donc, c'était assez emblématique. Après, en fait, le sirop, il correspondait totalement en fait, aux plantes qu'on voulait cultiver. Puisqu'en gros, tu fais du sirop de fruits et du sirop de plantes aromatiques. Et on était vraiment pile dans les cultures qui nous ont le plus plu dans toutes nos pérégrinations agricoles, si je puis dire. Et puis la dernière raison, c'est que le sirop, en fait, c'est un produit que les gens connaissent. Tout le monde a bu du sirop ou boit du sirop régulièrement. Et en fait, quand on a étudié un peu les choses, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de sirop paysan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très facile de trouver une confiture qui est faite par l'agriculteur, par exemple. Mais le sirop, non. Et donc, on s'est dit, c'est super intéressant d'arriver auprès d'un consommateur et de le surprendre sur un produit qu'il connaît déjà. Parce qu'en fait, nos sirops, ils n'ont absolument pas grand-chose à voir avec la plupart des sirops auxquels tu as l'habitude. Tant par le goût, ils vont surprendre, que par les plantes qu'ils vont proposer. Créer ce genre de surprise, c'est super intéressant et c'est vraiment ce qu'on veut faire. Non, mais je te remercie, je vous remercie tous les deux de réenchanter ce produit qui, en effet, a été vraiment très présent dans toute mon enfance et auquel je ne touche plus depuis des années parce que je sais ce qu'il y a dedans, dans ceux qui sont industriels, et donc ça ne me fait pas envie. C'est ça. Et tu vois, il y a vraiment quelque chose qui se passe systématiquement, par exemple avec le sirop de fraise. C'est mon moment préféré quand on fait de la vente directe. Les enfants se ruent sur le sirop de fraise, ça n'y a pas de sujet, mais les adultes ne veulent pas le goûter. Parce qu'ils n'aiment pas le sirop de fraise, tu vois. Mais nous, on n'aimait pas le sirop de fraise. En fait, on a planté des fraises parce qu'on s'est dit qu'il fallait faire du sirop de fraise, mais on n'aimait pas le sirop de fraise. Et on a goûté notre sirop de fraise la première fois, et en fait, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Et donc, avec les gens qui viennent goûter le sirop de fraise, il se passe la même chose. Non, j'aime pas le sirop de fraise, mais vous aimez le fruit? Oui, goûtez. Ils goûtent, et là, il y a leurs yeux qui s'écarquillent comme ça, et après, ils goûtent tous les autres. Et en fait, finalement, ils découvrent que le vrai sirop avec des vrais fruits ou une vraie plante, c'est super bon. Ça démarre comment là? Il y a quoi ici quand vous arrivez? Quand on reprend le terrain, c'est un sacré truc. On est sur une ancienne exploitation, ce qu'on appelle un maraîcher arboriculteur, verger de pommes essentiellement. Au fur et à mesure, Michel, il a enlevé des pommiers. Il a commencé à cultiver au milieu parce qu'il était maraîcher aussi. Il vendait ses récoltes à sa ferme, verger de Poncy. Et donc, il commence à cultiver au milieu de ses rangs de pommiers. On est hyper fiers de ce qu'on y a fait, mais elle est déjà très belle à ce moment-là. Elle a cette balade au milieu des arbres. Nous, on a toujours voulu cultiver au milieu des arbres. On est très branchés agroécologie. Donc forcément, quand ce terrain-là se pointe, il est beau, il est à la bonne taille, il est électrifié, il y a l'eau, il y a un grillage. Et un agriculteur qui nous dit « Tenez, je vous ai déjà fait un double déclé le jour où on s'est rencontrés ». Le fait de vouloir faire quelque chose de petit, de complet et qui nous ressemble, c'était évident qu'il allait avoir plein de recoins, qu'il allait avoir plein de petits jardins, qu'il allait avoir de l'agriculture biologique parce qu'on ne peut pas cultiver autrement quand on a envie de s'engager et qu'on allait tout faire jusqu'à une bouteille de sirop.
Et qu'est-ce que vous faites pousser? Donc on a plein de fraises qui sont excellentes là déjà. Tu m'as dit que celles qui étaient là-bas sont encore meilleures. Je suis très pressé d'y goûter. Bah faut qu'on t'emmène faire un tour dans les champs. Ça sera plus simple. Ouais, très bien. Ouais. C'est parti. Ouais. Pourquoi des coquelicots? C'est juste pour faire joli ou c'est pour montrer qu'il n'y a pas de pesticides? Alors les coquelicots, c'est parce que c'est ma fleur préférée. Donc à la base, c'est un choix complètement têtu. Et c'est pour faire en fait du sirop de coquelicot. Donc si tu veux, là, tu vois, nous, on récolte les pétales comme ça, de coquelicot. Et ensuite, on va faire macérer ça dans un sirop de sucre et ça va nous faire du sirop de coquelicot. Voilà. Et tu peux goûter, c'est comestible le coquelicot. On peut manger le coquelicot comme ça? Tu peux manger le coquelicot. Voilà. Ok. Voilà, qui a un goût pas forcément intéressant, mais quand tu le mets avec c'est pas mauvais non plus. un sirop, il y a quelque chose de plus intéressant qui ressort en bouche. Nos mères, nos anciennes mères donnaient ça à leurs enfants. C'est un sirop super contre la toux, contre la fièvre. On a décidé de faire des sirops et donc on a choisi des cultures adaptées au sirop. Donc on a décidé de planter des fraisiers, qu'il y ait des fruits rouges, de la menthe, enfin voilà, pour faire des sirops assez classiques. Et moi, butée comme j'étais, j'ai aussi semé et planté des coquelicots parce que je voulais à tout prix faire des sirops de coquelicots. Et on a fait une vingtaine de bouteilles et il se trouve qu'elles sont parties en une semaine. Ah ouais? Voilà, il y a un attrait pour le sirop de coquelicot. Bah écoute, je te cache pas que mon amoureuse a très envie de goûter à ton sirop de coquelicot. Donc apparemment ça a réveillé quelque chose de l'enfance pour certaines personnes. Oui, je pense qu'il y a un côté champêtre, il y a un côté romantique. Le coquelicot, c'est aussi un peu un symbole de la bio. Bah ouais, quand même. Alors après, nous, c'est pas des coquelicots sauvages, c'est-à-dire qu'on les a plantés. Ouais, après, comme tu peux le voir, c'est un gros bazar ici parce que le coquelicot, ça reste une plante infernale à cultiver et donc il s'est installé absolument partout sauf là où on voulait vraiment. C'est pour ça qu'on a du mal à marcher ici. Attends, parce que pour que votre projet à tous les deux fonctionne, il faut aussi qu'il soit rentable. Il faut combien de pétales de coquelicot? C'est quand même extrêmement fin. Ah ouais, c'est chaud là. Pour faire ne serait-ce qu'une bouteille de sirop. Eh bien, écoute, là, tu vois, si on récolte l'ensemble de ces pétales, on va arriver à 200 grammes, je pense, de coquelicot et ça va nous permettre de faire 4 bouteilles. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas le sirop des jardins de Nana, ça fait partie des sirops qu'on propose, mais il sera toujours proposé en petite quantité. Et donc, qu'est-ce que vous avez planté d'autre? Alors, on a planté des fraises et beaucoup de fraises. Beaucoup de fraises, ouais. Donc, on a planté 6000 fraisiers. On a planté plus de 2000 menthes aussi. Ok. Donc, on a choisi 3 menthes. C'est ça qu'on sentait en arrivant tout à l'heure? Ouais, c'est ça qu'on en train de couper? Exactement, exactement. Okay. Donc, on a de la menthe glaciale, de la menthe verte, de la menthe poivrée. Ouais. Ça a été très long de choisir les menthes. Ça, qu'est-ce que c'est? Bah, 100. La verveine, ça? Ouais, tout à fait. Oh, voilà, ça c'est... C'est très citronné aussi. Ouais, ça c'est une bombe. C'est la verveine citronnée. Ah, ok. Voilà. Et donc elle, en sirop, elle est extraordinaire. Ici, on a aussi du thym, de la lavande. Les fleurs violettes que tu vois, c'est de la mauve. Et l'intérêt de cette fleur, c'est qu'en fait, elle colore nos sirops. Oui, bah, j'en ai sur les doigts. Naturellement. Ok. Donc c'est hyper joli. Voilà, mais c'est pour colorer quel sirop? Le sirop de géranium, parce qu'on a planté du géranium cette année. Ouais, ok. Et donc l'idée, c'est de faire un sirop de géranium rose parce que c'est joli, voilà, pour le pur plaisir. Donc là, c'est bio, ça se voit avec ces coquelicots, même si... Ouais. On peut tricher, on peut mettre des coquelicots là où c'est pas bio ou pas? Ouais. Ouais, quand même, Bien ok. sûr, Donc c'est pas le seul indicateur. Ouais. Vous êtes en cours de certification. Ouais. Ça implique quoi pour vous? Et notamment, je crois savoir que la fraise, c'est quand même pas simple comme produit. Ouais. C'est quoi le niveau de complexité? Enfin, explique-moi, ça implique quoi pour vous? Ouais, alors bah déjà la bio, c'était, enfin je vais pas te dire pourquoi on a choisi la bio, c'était une évidence. Hein. Les grands principes de la bio, c'est on n'utilise pas de produits issus de la pétrochimie. Donc on a le droit d'utiliser des produits, mais qui sont plutôt des produits naturels, donc qui sont moins forts et qui ne vont pas buter tous les insectes autour, ni polluer nos nappes phréatiques. En gros, hein, j'ai fait très court. La deuxième grande règle du bio, c'est qu'on est sur des produits qui sont dans la terre. Donc effectivement, la fraise, plutôt que d'être sur une gouttière, elle est là, ce qui implique beaucoup de complications pour les gens qui travaillent. Mais nous, on a envie d'aller encore plus loin que le bio. Donc après, certains parleront d'agroécologie, d'autres de permaculture, mais bon, c'est des termes un peu valises. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est arriver au zéro traitement, et en particulier au niveau des arbres, ce qui est loin d'être évident. Ce qu'on veut aussi, bah là, tu le vois par exemple, et tu le vois sur les autres cultures, c'est qu'on n'a quasiment pas de plastique sur la ferme. On n'a pas de bâche, on utilise du paillage. Non seulement, en fait, on est comme ça, mais en plus, on a un travail de désherbage de folie qu'on fait à la main. On est sur une agriculture très jardinier en fait, mais c'est vraiment ce qu'on voulait, tu vois, c'est un choix. Ça paraît assez évident de se dire, tant qu'à faire, si on va au bout, on ne met pas de plastique. Ouais. Est-ce que tu peux malgré tout nous expliquer la contrainte que c'est pour vous de ne pas avoir de plastique? Elle est très forte. En fait, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément, mais un des plus gros travaux de l'agriculteur, c'est quand même le désherbage. Et c'est quand même pas pour rien que le glypho il existe.
Parce qu'en fait, c'est extrêmement compliqué que tu sois sur des champs de céréales ou que tu sois sur des jardins de cette taille-là. En fait, de la même façon que la culture que tu souhaites pousse, les mauvaises herbes, elles poussent aussi. Et en même temps, et parfois plus vite, et parfois avant, donc c'est un vrai sujet. Quand tu mets du plastique, en général, c'est pour éviter à tout le monde de pousser, sauf ta culture. Nous, le fait de ne pas en mettre, le paillage, enfin le miscanthus qu'on met, ça aide un peu à limiter, mais en toute honnêteté, on désherbe quand même beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire à la main, soit directement avec notre main, soit avec une espèce de grande pelle, une gouge pour retirer les racines. Après, il y a des avantages à ne pas utiliser du plastique. Le paillage, il va permettre de garder l'humidité du sol et donc en cas de forte chaleur, on a beaucoup moins besoin d'irriguer que lorsque tu mets du plastique. En plus de ça, ça laisse passer les eaux de pluie, ça laisse tout passer alors que le plastique, ça laisse rien passer. Et puis, fondamentalement, c'est un nutriment pour la terre. C'est-à-dire que c'est décomposé par les insectes, puis par les bactéries dans le sol. Et derrière, ça redonne des nutriments aux plantes et c'est une façon de nourrir naturellement nos plantes. Nous, en fait, à terme, on a envie qu'il y ait un foisonnement de biodiversité ici, que ce soit des choses visibles, donc les insectes, les oiseaux, mais aussi sous le sol. Et qu'en fait, nos plantes, elles soient vigoureuses, elles soient productives, simplement parce que la terre, elle est de qualité en dessous. Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est une bonne terre, ça? Elle est noire déjà. Ouais. Elle sent la forêt. Ouais. Voilà, ça c'est un signe, voilà, elle sent la forêt. Elle est hyper meuble, tu vois, elle n'est pas du tout compacte. Une coccinelle. Ouais, alors c'est une plante, c'est un repère à coccinelle cette plante. Et c'est quoi cette plante d'ailleurs? C'est l'armoise cola. L'armoise cola. Voilà, donc en fait cette plante, regarde. C'est le fameux sirop cola. C'est le fameux sirop, en fait si tu te mets comme ça. Je le sens déjà. Vas-y. T'as vu ou pas? C'est le Mr Freeze. C'est complètement le Mr Freeze. C'est le Mr Freeze. Ou la choupa choupe. Waouh, c'est génial. C'est incroyable. Je peux arracher un petit bout? Ah tu peux, t'as vu ce qu'on a, ça ira. Et ça se mange aussi ou pas? Alors c'est dégueulasse. C'est dégueulasse? Mais tu peux essayer, mais c'est vraiment immonde. J'essaye. Tu le goûtes. Tu vas tomber sur l'amertume alors que nous, ce qu'on... Ah, c'est dégueulasse. T'as vu? Mais je te l'ai dit, je t'ai prévenu. En fait, c'est la plante la plus difficile à transformer parce que nous, ce qu'on veut, c'est juste l'odeur extérieure. Mais c'est incroyable. Et on veut pas l'intérieur. Ouais, t'as vu, c'est fou, hein. Complètement fou. Ok, donc voilà. les petites bouteilles de cola qu'on achetait à la boulangerie là, il y avait de ça dedans ou non? C'est de l'arôme? Absolument pas, non, c'est de l'arôme. En fait, cette plante, elle est très méconnue alors qu'elle permet de reproduire une saveur que tout le monde connaît et qui en général est ou chimique ou un assemblage de, tu sais, les colas artisanaux, c'est un assemblage de plein d'épices, etc. Nous, on a juste une plante qui fait le boulot. C'est assez impressionnant. J'avoue que c'est un peu grâce au cola qu'on est devenu siropier. Parce qu'en fait, dans toutes nos réflexions, il y avait toujours le sirop de cola en ligne de mire et les gens étaient hyper intrigués. Le sirop de cola, mais qu'est-ce que c'est quoi cette plante, etc. Et je pense que c'est un peu grâce à elle quand même qu'à la fin, la balance, elle a penché pour les sirops. Tu peux redonner le nom de cette plante incroyable? C'est l'armoise cola. L'armoise cola, ok. Voilà. Ne surtout pas manger, c'est vraiment dégueulasse. J'ai encore le goût là. En sirop, c'est génial, mais... On n'a pas parlé des arbres. Ouais. Mais vous avez quoi comme arbre? Alors, en fait, on a majoritairement des pommiers. Ouais. Donc, c'était pas du tout prévu au projet, mais il se trouve que la ferme qu'on a trouvée, il y avait des pommes. D'accord. Donc on a choisi de les garder évidemment. On a aussi des prunes, on a des pêches, on a des cerises. Il y a quelques abricotiers, mais bon, ils ont un peu de mal. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'ils vont donner cette année. Okay. Et ça, c'est une chance inouïe parce qu'on se retrouve avec des arbres qui ont plus de 20 ans pour certains, qui sont ultra productifs. Et en fait, nous, à peine arrivés, on a déjà des fruits à cueillir et à transformer en sirop. Là, on est sous la serre. Sous la serre, déjà, c'est que des fraises ce qu'on appelle des fraises de saison. Fraises de saison, ça veut dire qu'elles vont donner pendant 3-4 semaines. Elles vont tout donner d'un coup et après c'est terminé. Donc ça, d'ici fin juin, il n'y aura plus de fraises ici. Ça, c'est de la gariguette. Elle est assez connue, celle qui est juste derrière toi. Ça s'appelle de la belle rubis. Tu as de la sifflorette aussi sous la serre. La belle rubis, c'est pas son nom. Là, c'est le moment de la gariguette, tu vois. Donc tu peux y aller. J'ai le droit? Tu peux, évidemment. Donc tu essaies de choisir. Le truc, c'est de choisir une qui est bien rouge un peu partout. Hein. C'est comme ça qu'elles vont être meilleures. Bien luisantes souvent, comme celle-ci, tu vois. Hop, ça t'y va, donc tu la pinces, tu l'arraches. Génial. Et ça, il faut que tu en ramasses. Donc la gariguette, 4 semaines d'affilée? 4 semaines, 3-4 semaines d'affilée, après c'est fini. Alors que toutes pareilles, toutes celles-là, elles vont faire pareil, pas forcément en même temps, mais elles vont être sur le même principe, ce qu'on appelle de la fraise de saison. Ça, il faut que tu fasses 5-6 kg de l'heure, sinon tu n'es pas rentable comme cueilleur. Attention, on va le test à la fin. Et à l'extérieur, on a pour le coup, là on est sous la serre parce qu'il pleuvait un peu dehors, on a 5000 pieds de fraises dites remontantes. Et donc là, c'est des fraises qui vont donner de normalement juin jusqu'à fond, hein, de juin jusqu'au gelé. Donc jusqu'à octobre-novembre. Elles vont donner des fraises tout le temps.
Donc Attends. celle-là, si on n'avait que ça, dans un mois, notre boulot il est fini sur les fraises. Alors que là, il va continuer jusqu'à la fin de l'automne. Ok. Voilà. Justement, là, tu parles d'une serre. Ouais, Vous avez du pleine terre ouais, sans serre et avec serre. ouais. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu du hors-sol Le aussi. hors-sol, bien sûr. 50% de la production en France, je crois, c'est Ouais. hors-sol. Ça a plein d'avantages, mais aussi plein d'inconvénients. Pourquoi vous avez fait le choix de... Parce que là, tu vois, j'avais des courbatures. Ouais. Donc j'imagine que vous passez votre temps à ramasser comme On ça. ramasse à C'est quand même quatre pas le plus pattes, simple. il faut surtout pas s'asseoir, donc on reste sur les talons, sur les genoux. Ouais, alors, la fraise pleine terre, il y a de moins en moins de gens qui en font parce que c'est fatigant Ouais. et parce qu'il faut trouver les gens pour les ramasser. Donc c'est plus simple de les mettre dans des sacs à hauteur de taille et comme Ouais. ça tu les ramasses en pas chassé, sur le côté, c'est beaucoup plus Donc, rapide, c'est moins fatigant. C'est important de le dire, il y a un vrai, réel avantage du hors-sol, c'est le bien-être. L'ergonomie, ouais, l'ergonomie. tout à fait. L'ergonomie de la cueillette, le fait de trouver des gens qui acceptent de ramasser des fraises debout, c'est pas la même proportion que les gens qui acceptent de les ramasser à quatre pattes. Mais malgré tout, Maintenant, nous on est en bio ici, donc c'est un choix de faire de la fraise plein sol, mais quand tu fais du bio, t'as pas le choix. ouais, ok. Sinon t'es pas bio. Ça a été notre choix évident depuis le départ. Après, heureusement qu'on savait pas dans quoi on se lançait. C'était un sol très très argileux qui avait été très peu amendé, donc il n'y avait pas beaucoup de vie dedans. Nous, notre truc, c'est quand même de bien nourrir le sol pour Ouais. qu'après ça nourrisse bien les plantes. Donc on a mis 8 cm de compost dans toute la parcelle. Ça paraît rien, mais quand tu as 4000 m² à amender, ça fait 350 m3. C'est 18 Ah ouais. poids lourds qu'on vidait à l'entrée. Et on a dû faire 400 mètres pour amener tout le compost ici. On a commencé à l'étaler à la main, complètement inconscient, au râteau. On a tenu 3 heures. Après on a planté. Ok. On a planté 5000 pieds à la main dehors. On ne savait pas dans quoi on se lançait. On a fini allongé par terre en PLS parce qu'on n'en pouvait plus. Ouais. Pour celles-ci qui sont devant nous, on s'est offert un petit cadeau. On a acheté une planteuse à patates. Comme ça, Marie elle était assise derrière et elle plantait les fraises derrière moi. C'était quand même beaucoup plus simple. Mais les premiers pieds, on s'est lancé en disant évidemment qu'on le fait du pleine terre, évidemment qu'on le fait à la main, en racine nue. En racine nue, ça veut dire que les fraises, là, elles prennent plein de place. Donc Ouais. elles prennent tout le couvert, donc il y a très peu de mauvaises herbes qui poussent. L'année dernière, c'était la compétition, il fallait faire de la place aux fraises, donc on a passé l'été à désherber à quatre pattes. Donc c'était un choix pas complètement conscient de ce que voulait dire passer du jardin chez nous Ouais, ok. à cultiver 5-6 000 pieds de fraises comme ça. Si c'était à refaire, là, tu reviens au point zéro, tu fais comment? Eh ben, c'est ce que j'allais te dire pour conclure, c'est qu'arrivé le moment l'année dernière, on a goûté la première fraise, tout s'est effacé. La fraise nous l'a rendu puissance 1000, c'est une envolée lyrique, c'est un taux de sucre à 10-11% des fois, à 9% plus régulièrement. C'est un petit bonheur, surtout quand elle grille au soleil en fin de journée, Ouais. c'est merveilleux. Et le sirop nous l'a rendu encore plus. Le sirop de fraise, quand on le goûte, tout de suite, moi j'ai cette image de ratatouille, tu sais, où le moment où le critique culinaire goûte la ratatouille, il revoit son enfance, il revoit tout. Du coup, mécaniquement, oui, à refaire, on refait, parce que ça n'a pas de prix. Est-ce que j'ai le droit de dire que malgré tout, vous tombez un peu dans tous les clichés des gens qui bossaient dans le tertiaire Ouais. et qui ont un peu la révélation à 40 ans et qui Ouais. disent j'ai le droit de dire ça? T'as complètement le droit. Ouais, ok. Ouais, bien sûr. Souvent, ça vient avec un risque de déconvenue ou de réalisation qu'en fait, c'est pas aussi drôle que ça en a l'air, voire même assez souvent qu'en fait, c'est pas rentable parce qu'on veut pousser tous les curseurs au max et au final, je te cache pas que quand je vous ai découvert, je me suis posé cette question. Est-ce que ce projet-là, qui est magnifique, faire du sirop, c'est suffisant pour faire vivre une famille? Je te pose cette question parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Il y en a qui se posent cette question. Ouais, Est-ce je comprends bien. que je peux faire la bascule ou est-ce qu'il faut démarrer avec un apport tellement énorme que c'est impossible? Ou est-ce que vraiment c'est une activité qui, d'après toi, peut à un moment devenir rentable et être un vrai projet de vie? Oui, forcément que je crois qu'il y a un modèle économique derrière ce qu'on est en train de faire qui doit permettre à notre famille de vivre et de vivre tout à fait correctement. On n'a pas tout claqué sur un coup de tête. C'est une transaction qui aura pris plus de 5 ans et qui n'est pas du tout finie, dans laquelle il y a eu toutes ces étapes. L'agriculture, c'est quand même pas le secteur dans lequel on va pour faire fortune. Donc comment est-ce que nous, on peut gagner notre vie là-dedans? L'idée de faire des produits transformés, au-delà du sens qui nous paraissait évident dans ce qu'on avait envie de faire, c'est aussi une façon de dire comment est-ce qu'on gagne notre vie dans un secteur où c'est compliqué de dégager de la rentabilité. Et vous en êtes où là? On est en année 2, on a fait une première année qui, comme tout business plan, n'est pas rentable, évidemment. L'idée, c'est de monter en production. Donc la production, elle monte parce que la ferme, elle donne plus, parce qu'on plante plus sur la ferme. La première année, on exploitait cette parcelle-là, c'est 20% de la ferme.
Là, Ok. on va exploiter, on est sur 50. Dans 3 ans, on sera sur 100% du site. Et donc, on devrait pouvoir monter en production sur 50, 100 000 bouteilles de sirop. Après, il faut les commercialiser, il faut trouver les cadeaux d'écoulement, c'est pas tout de produire. Le fait de faire du sirop, c'était une réponse à comment est-ce qu'on fait pour gagner notre vie avec un produit qui supporte un prix qui est OK pour le consommateur de payer 12,50 € une bouteille. Ouais, c'est pas donné. Est-ce que c'est cher par rapport à ce qu'il y a dedans? Le kilo de fraises bio, il est à 25 €. On a 500 grammes de fraises dans la bouteille. J'ai envie de dire, c'est presque le prix auquel tu achètes tes fraises bio sur le marché. Donc, on ne se moque pas de vous à ce prix-là. Il y en a qui montent à 20-25 €. C'est pas ce qu'on a voulu faire. Parce que nous, on veut pouvoir vendre 50 000 bouteilles. On a fait un peu notre business plan de comment est-ce qu'on arrive à atteindre un seuil qui fait qu'on arrive à vivre. Maintenant, ça ne coupe pas du tout à la question on a dû analyser nos dépenses, dire comment est-ce qu'on divise par 2 notre niveau de vie. Ceux qui veulent changer de vie, il y a le moment où tu te dis, ouais, mais si je change de vie, comment je fais pour garder ma maison et mes vacances et mes trucs? Bah, nous, on a tout divisé par 2, voire par 3, voire enlevé complètement. On a enlevé des trucs qu'on voulait plus faire, des grands voyages, prendre l'avion, tout ça, des choses qui coûtent très cher, mais en fait, on voulait plus le faire. Donc il n'y a pas tant de choses qui nous ont coûté. Notre maison, on l'adore, nos enfants, ils vont très bien. Mais par contre, ça s'est organisé. Ça a demandé du temps, ça a demandé 5-6 ans de baisser notre niveau de vie à un niveau qui est encore très OK. Et maintenant, la question, c'est il faut qu'on atteigne le point de mort pour quand même remplir ça. Donc c'est pas donné d'avance, mais on s'est bien préparé pour faire en sorte que ça fonctionne. Tu espères quand? À 2 ans. À 2 ans qu'on atteigne le point mort et qu'on se paye tous les deux. La première version de ce projet, c'était, au-delà d'être fleur bleue, c'était on met tout ce qu'on aime. Et là, c'est le projet de je vire à 180 degrés, ma vie très différente, et on a une ferme dans laquelle on marche tout nu, et les gens y viennent, et c'est merveilleux, et on fait de l'accueil, on fait des produits transformés, puis on fait aussi des carottes, parce que les tomates, c'est hyper bon, enfin tu vois. Et on faisait tout. Après, c'est posé la question du comment on le fait en mode entrepreneur. Comment est-ce qu'on gagne notre vie avec ça? Où on arrive à se dégager combien et comment on met les charges en face de ça? Voilà, donc on est en plein dans cette phase-là. Moi, j'ai toujours un job à côté pour payer cette transition. Marie, elle a repris ses études. Marie, elle est à 100% sur la ferme. Elle a repris ses études sur la partie agricole. Parce que pour devenir agriculteur, ou agricultrice en l'occurrence, il faut avoir un diplôme qui te donne le droit d'avoir ta capacité pour exploiter après. Qui est ton droit à exploiter. Ouais. Et il y a même qui te donne le droit d'acheter des terres et qui te donne plein de droits. Pendant 1 an et demi, j'ai continué un job à temps plein de freelance. Et là, aujourd'hui, je suis à mi-temps jusqu'à la fin de l'année au moins. Ok. Et ton espoir, c'est d'arrêter définitivement En fin d'année? en fin d'année? Ouais. Pour me consacrer à tout ça. Ouais, ok, très bien. Non, mais c'est génial. Je te remercie pour ta transparence parce que c'est aussi, il y a un côté un peu idyllique de tout ça et c'est important de faire aussi un reality check. Tous les 2-3 mois, ou une fois par trimestre, ce petit sanity check. On en est où par rapport à ce qu'on avait dit? Est-ce qu'on est très loin des clous? Est-ce qu'on est dans les clous? Est-ce qu'il faut qu'on revoie tout? Ça plaît? Parce que si ça plaît pas, il faut tout changer. Tu vois, là, je suis plus prêt à arrêter mon job que l'année dernière. Mais on gagne toujours pas d'argent. Mais je suis plus prêt à l'arrêter parce que je me dis que là, vu ce qu'on me dit, vu ce que j'entends, vu comment les réatours au bout d'1 an sur le marché, on a écoulé 10 000 bouteilles, tu vois. Pour nous, ça valait vraiment le coup de baisser notre niveau de vie. Parce qu'à la fin, le bienfait qu'on en retire est largement à la hauteur. Si tu pouvais revenir en arrière, c'est quoi le truc que tu ferais différemment? Et la question sous-jacente, c'est c'est quoi le conseil que tu donnerais à des gens qui ont envie de se lancer? C'est un conseil que j'avais lu et que Marie s'est bien plus appliqué que moi d'ailleurs. Il dit à la fin de son bouquin, si tu te dis que tu as envie de devenir paysan, arrête de tourner autour du pot et ferme ce bouquin et va dans les champs. Ok. Et tu vois, c'est plutôt que de perdre du temps à essayer de se dire derrière un ordi comment je fais, va passer le plus vite possible. Et Marie, ce qu'elle a fait tout de suite. Marie, quand elle a arrêté de bosser, elle est passée 1 an dans les champs. Ok. Et du coup, Ça s'appelle le pragmatisme féminin. Mon truc de l'enfance, c'est la grenadine. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment de la grenade qu'il y a dans la grenadine? Alors, oui, l'authentique sirop de grenadine, c'est fait avec de la grenade. La grenadine qu'on fait nous, et qui se fait habituellement, on va dire, de façon artisanale, c'est un mélange de fruits rouges avec de la vanille. C'est quoi comme fruit rouge? Alors, ça peut être de la fraise, de la framboise, de la mûre, de la groseille, du cassis, et après, chacun fait un peu son mélange. Nous, en fait, notre grenadine, c'est un mélange de groseille avec du cassis, avec nos petites fraises,
avec de la mûre. Et comme on ne voulait pas utiliser de vanille, on a choisi une fleur qui s'appelle la reine des prés. Ça va être plutôt orgeat, amande, le goût que ça procure. Et du coup, ça apporte une vraie rondeur au sirop. Et ça nous permet d'avoir un sirop qui est à la fois très acidulé, très fruit, et à la fois très rond, très gourmand avec cette fleur. Je viens de parler à l'instant des sirops industriels de mon enfance. À l'époque, je ne regardais pas ce qu'il y avait sur ma bouteille. Et je ne l'ai pas fait depuis très longtemps. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a dans un sirop qu'on va trouver en grande surface aujourd'hui? Alors, au pire, Ouais. tu vas au pire du pire, tu vas avoir du sucre, de l'eau, que des arômes et plein de trucs avec des œufs devant qui agissent comme des conservateurs. Ça, c'est le pire que tu vas avoir. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir un seul ingrédient naturel. Ça arrive. Ça arrive. Ouais. Après, tu peux avoir des sirops naturels, mais c'est pas pour autant que tu vas avoir du vrai fruit ou des vraies plantes parce qu'ils peuvent tout simplement utiliser des arômes naturels. Et après, tu peux avoir des choses un chouïa mieux et généralement, dans les sirops un petit peu plus haut de gamme, tu vas avoir toujours de l'eau, même dans les fruits, c'est-à-dire que tout est dilué, avec un peu de purée de fruits. Ok. Mais tu vas être sur un taux de maximum 20%, tu vois, grand maximum. Hein. Et ensuite, c'est complété par de l'arôme et par une liste. Parfois, il y a peu de conservateurs ou pas, pour ceux qui mettent beaucoup de sucre. Et parfois, tu as aussi une liste hyper longue de conservateurs. Alors que toi, tu mets quoi dans ta grenadine, par exemple? Alors moi, dans ma grenadine, il y a du jus de fruits, à presque 50%. De quel fruit? Donc de fraises, de groseilles. De tes fruits. De mes fruits. Ouais. De mes fruits. Voilà, et alors ça, c'est vrai que c'est une grande spécificité. C'est-à-dire qu'il y a des artisans qui peuvent sûrement très bien travailler avec des fruits, mais nous, c'est nos fruits. Donc on sait exactement d'où ils viennent, on les a choisis pour leur qualité gustative et surtout, on les cultive à notre façon. Donc c'est un grand facteur de qualité. Génial. Et donc dans notre grenadine, tu as nos fruits. Ensuite, tu vas avoir une infusion des fleurs dont je t'ai parlé, justement, pour ajouter le côté vanille. Et puis, on va mettre du sucre de betterave et du citron qui sont bio et français. Ok. Et c'est tout. Et le jus de fruits, il est filtré? Parce que moi, j'imagine un sirop plutôt translucide. Exactement. Alors nous, c'était vraiment hyper important pour nous. Je vais te parler du sirop de fraise parce que c'est sans doute plus simple vu qu'il n'y a que de la fraise. En gros, donc nos fraises, après qu'on les ait récoltées, on va les mettre dans un grand congélateur. Pourquoi? C'est tout simplement une histoire d'organisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps et de faire une récolte qui nous prend minimum 4 à 5 heures et derrière d'enchaîner sur une production de sirop. Donc on congèle et puis dès qu'on a envie de faire du sirop de fraises, on va décongeler nos fraises. On va les laisser un peu chauffer le temps qu'elles puissent éclater et puis que ce soit prêt, que ce soit un peu mou. Et ensuite, on va les mettre dans un grand pressoir et on va faire des sortes de couches de hamburger entre des claies, une couche en métal ou en bois et une couche de fraises, etc. Et ensuite, en fait, on va presser comme ça, on va récolter le jus. Et nous, derrière, on va le filtrer plusieurs fois de sorte qu'on enlève, et c'est un choix vraiment qui nous appartient, on enlève tout ce qui est pulpe, tout ce qui est graines, etc. Donc on perd à ce moment-là en matière, si je puis dire. Mais l'idée, c'est un choix qui nous coûte de l'argent, au final. Qui nous coûte de l'argent, évidemment. Vendre plus. Exactement, on pourrait faire plus de jus, mais en fait, on voulait un jus vraiment complètement translucide. Et surtout, si tu laisses des morceaux, ils se mélangent moins dans le verre. On a constaté. Ah ouais, ok. Tu vois, c'est-à-dire que derrière, en fait, si tu prends un sirop qui est fait avec, on va dire, plutôt de la pulpe que du jus, tu vas te retrouver avec un sirop qui n'a pas beaucoup de goût, sauf à la fin où tu as tout le goût qui arrive, tu vois. Ok. Voilà, nous, on voulait vraiment une expérience parfaite en bouche. Et donc, on le filtre et ensuite, on va calculer à chaque fois notre taux de sucre. Il est toujours aux environs de 9, mais en fait, en fonction des fraises qui sont à ce moment-là dans ce batch, du moment où elles ont été récoltées, on peut avoir des taux de sucre qui varient un peu. Et nous, notre objectif, c'est de mettre le minimum de sucre dans le sirop de fraise, c'est-à-dire d'arriver à 55%, qui est le taux minimal réglementaire pour être un sirop et pour assurer une bonne conservation. Et donc, nous, l'idée, c'est d'ajouter le sucre de betterave de sorte à être à 55 et pas plus. D'accord. Donc, à chaque fabrication de sirop de fraise, on recalcule la quantité de sucre qu'on va ajouter. Ah ouais. Voilà. Et pareil pour le citron, on ajoute du citron de sorte à arriver à un pH, un niveau d'acidité qui nous assure une bonne conservation du produit. Donc on mélange tout ça, mais à très faible température, puisque en fait plus tu vas cuire ton fruit et plus il va avoir goût de confiture. Et moi ce que je voulais vraiment, c'est que le sirop de fraise, tout comme nos autres sirops, quand tu le goûtes, c'est comme si tu étais dans le champ, que tu étais en train de manger ton fruit, ou bien comme si tu étais dans le champ, tu étais en train de sentir ta menthe. Et donc, on cuit au minimum à ce moment-là, on embouteille, et seulement une fois que tout est fermé, on va pasteuriser. Donc là, on va chauffer pour assurer une conservation. Ok. Voilà, et ensuite, on laisse refroidir, on étiquette, et c'est prêt.
donc là, tu vois, je suis en train de mélanger un sirop de sucre. Voilà, qui va nous servir de base pour faire infuser la menthe. On a mis de l'eau, on a mis du sucre et on a mis du citron. C'est la base de tous tes sirops. C'est la base des sirops de plantes. Utiliser une technique d'infusion ou de macération. Et donc on prépare notre sirop de sucre et on va simplement immerger la plante dedans. Donc il n'y a pas d'utilisation de sirop pour les fruits. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau du tout. Il n'y a pas d'eau, c'est du Toute pur l'eau vient fruit. uniquement des fruits. Exactement. Tu me regardes dans les yeux, Ouais. 100% des fruits qui deviennent un sirop, si on prend tous ces sirops-là, il n'y en a Ouais. aucun dans lequel tu as rajouté de l'eau? Aucun. Waouh. Aucun. Et Parce que ce serait quand même le raccourci facile pour gagner plus d'argent. ce serait le raccourci facile, mais nous, ce qu'on cherche, c'est le bon, c'est l'excellence et c'est l'authenticité. Donc il n'y a aucune raison de rajouter de l'eau dans nos sirops. Tu te souviens de nos coquelicots? Ouais, ah oui, Voilà. Bon. ils sont là? Alors, ils sont pas là. On va aller les chercher, mais là déjà, tu vois en fait un sirop de coquelicot qui est en cours de fabrication. En fait, comme c'est des toutes petites récoltes et qu'on ne va pas s'amuser à faire un seau puis un autre seau tous les jours, on a choisi pour cette année de prendre une grande cuve et en fait de l'alimenter régulièrement avec des nouveaux coquelicots D'accord. jusqu'à ce qu'on obtienne la concentration en goût satisfaisante. Et c'est quoi l'indicateur pour toi? Alors le premier, ça va être la couleur. Voilà, donc là, tu vois, il est rosé, mais il n'est pas encore assez rouge. Et puis le deuxième indicateur, il faut goûter. Merci. Donc là, il est nature. Hein. Nature. Faut que tu Ouais, te ouais. dises qu'on le dilue avec de Oui, l'eau. bien sûr, bien sûr. Ça va être très sucré forcément. Mm. Waouh. Ah, c'est excellent. Ouais, t'aimes bien? Ah, c'est incroyable. Dis-toi que la cible, ça va être qu'il soit, je pense, 2 fois plus concentré que ça. Ok. En goût. Plus il va être concentré et moins tu vas avoir à en mettre dans ton verre. Et nous, l'objectif derrière, c'est que tu boives une boisson hyper forte en goût et pas sucrée. Alors là, je vais faire un geste, je vais mettre mes mains dans le sirop. D'accord? Ouais. Ok? Pourquoi? C'est un procédé qu'on a trouvé par nous-mêmes. Au début, quand on immergeait les plantes dans les cuves, c'est que la plante remonte. Et comme nous, on laisse macérer un certain temps, et bien du coup, les plantes qui ne sont pas immergées dans le liquide, elles se mettent un peu, tu sais, comment t'appelles ça, à fermenter. Donc la contrepartie, c'est que du coup, il faut mettre les mains dans le sirop. Mais Donc elles évidemment, sont avoir propres. une hygiène irréprochable. Ouais, tu m'as vu me laver 2 fois. Donc je vais y aller. Je vais aller chercher la grille. Hop. Et remonter. Et donc là, il y a tous les pétales. Voilà, et là, tu peux goûter si tu veux, parce que là, tu es vraiment sur la saveur. Mmh. Tu vois? Waouh. Voilà. Ah ouais. Ça, c'est le goût cible, en fait, ce que tu goûtes. Et donc, on y va pour la récolte du jour. Voilà, c'est beau, hein? C'est magnifique. Ouais. C'est limite hypnotique. Ouais, le coquelicot, c'est une plante fascinante. Voilà, et donc là, on va en fait rebasculer la grille et c'est reparti pour l'infusion. Ça va se faire tout seul. Voilà, donc ça, on en a fini avec le coquelicot pour aujourd'hui. Et on va pouvoir maintenant aller mettre nos menthes à macérer. Là, c'est notre sirop de sucre. Donc là, tu sens rien parce qu'il n'y a rien. Enfin, il y a de l'eau, du sucre Très déçu. et du citron. Et en fait, on va aller verser nos menthes dedans. Il faut faire attention à ne pas se mélanger les pinceaux sur quelle menthe et qui. Puisque derrière, on fait un assemblage de 3 menthes avec des proportions qui ne sont pas les mêmes en fonction de la menthe. Je te laisse mettre la première caisse. Allez. Ah oui, c'est un peu difficile d'imaginer que tout va rentrer, mais je te crois. Hein. Tu continues? Ouais. Si t'en as marre, Tristan, je te relève. Ouais. Ça devrait aller. Donc cette affaire très fraîche, la mangue glaciaire. Combien de temps là, il va falloir qu'elle reste? Au moins 2 jours. Là, il y a 20 kilos là qu'on va mettre dedans. Ça donnera 110, ça donnera plus de 200 sirops de 50 centilitres.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que, comme moi, vous êtes désormais convaincus que les sirops du jardin de Nana, c'est vraiment des sirops ultimes. Tout est parfait, quoi. Genre des beaux fruits, bio, pleine terre. Enfin, ils ont vraiment poussé tout au max. Et au final, comme vous l'aurez vu, c'est pas encore viable économiquement au moment où j'enregistre cette vidéo, mais on n'en est pas loin. Et ça, c'est une lueur d'espoir qui me fait tellement plaisir, vous n'avez pas idée. Si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez qu'on fasse, de producteurs qu'on rencontre ou de vignerons, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et vu que c'est une des premières vidéos sur ce format YouTube qui a pour unique objectif de valoriser le travail des gens qui bossent super bien, n'hésitez pas à nous faire tous vos feedbacks en commentaire, on est vraiment hyper preneurs.